Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission en débat dont le plateau est installé exceptionnellement au sein du Parlement européen à Bruxelles à l'approche du 9 mai, journée de l'Europe. Le 9 mai fait mémoire de la déclaration de Robert Schuman, l'un des pères de l'Europe, avec Alcide de Gasperi et Konrad Adenauer. Ce 9 mai 1950 qui marqua le début de la construction européenne. Lors de son voyage en Hongrie, le pape François appelait l'Europe à retrouver son âme et renouer avec l'inspiration créative de ces trois hommes, trois chrétiens, qui ont rêvé de paix. Et dans ce pays d'Europe centrale, en Hongrie, le pape a dit aussi sa tristesse et sa douleur devant les portes fermées à ceux qui sont étrangers, différents, migrants ou pauvres. Alors pour notre émission ce mois-ci, en partenariat avec le Parlement européen, nous avons choisi d'aborder ce grand débat qui traverse les 27 pays de l'Union, l'Europe et les migrants. Et pour nourrir notre réflexion, nous avons réuni François-Xavier Bellamy, bonjour. Bonjour. Et Jan de Volder, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. François-Xavier Bellamy, vous êtes parlementaire européen, député, vice-président exécutif des Républicains en France, philosophe. Merci de nous accueillir en quelque sorte ici sur ce plateau. Le Parlement européen a commencé à débattre du pacte sur la migration et l'asile, une réforme qui a été engagée par la Commission européenne après la crise migratoire de 2015. Au fond, quelle est, votre position, si vous aviez à vous exprimer en quelques phrases ? Merci à vous de votre invitation et merci d'être ici au Parlement européen. Je crois que c'est très important que les citoyens de nos pays s'approprient les questions qui se discutent ici et la question migratoire est sans aucune hésitation l'une des plus importantes, des plus critiques. Ce que j'espère le plus, c'est que nous arriverons à faire aboutir ce dossier avant la fin du mandat qui se termine l'an prochain parce que ce sujet est toujours aujourd'hui l'occasion de dissensions majeures entre les pays européens mais aussi de très grands égoïsmes. On voit beaucoup de pays qui finalement sont ne sont pas en première ligne face à la question migratoire et qui refusent de faire avancer cette question pourtant majeure de la protection de nos pays face à l'immigration irrégulière pour que les pays de l'Union européenne puissent maîtriser leur avenir, maîtriser leur destin et décider de qui ils choisissent d'accueillir ou non. Je crois que c'est cette question-là qui réussira à redonner aux pays européens la capacité justement de faire leur choix entre ceux qui le veulent accueillir et ceux qui ne croient pas devoir ou ne pas pouvoir accueillir sur leur sol. Jan de Volder, vous êtes responsable de la communauté de Sant'Egidio à Bruxelles, responsable aussi du bureau européen de la communauté, historien, vous êtes titulaire de la chaire Religion, conflit et paix de l'Université catholique de Louvain. Avec Sant'Egidio, vous avez participé à la médiation dans certains conflits armés, je pense notamment à l'Algérie, au Burundi. Vous êtes responsable des couloirs humanitaires en Belgique. Est-ce que vous pourriez nous rappeler en un mot également que sont ces couloirs humanitaires ? De quoi s'agit-il ? Oui, en un mot, peut-être un peu difficile, mais quand même en trois mots. On aura le temps d'y revenir dans l'émission. Ok, mais donc les couloirs humanitaires, c'est une initiative qui est née en Italie, mais qui se fait aussi en Belgique et en France notamment, pour organiser des voyages légaux et sécurisés pour des personnes vulnérables qui ont droit à l'asile en Europe. Et donc il s'agit d'une collaboration entre l'État et la société civile, notamment les églises chrétiennes. Et puis il y a aussi un élément très important qui est l'intégration dans les pays d'accueil. Alors la proximité du voyage du pape François en Hongrie, je l'évoquais tout à l'heure, fin avril, me pousse à revenir sur son propos. Dans ce pays d'Europe centrale qui a globalement refusé d'accueillir les migrants au moment de la crise de 2015-2016, mais qui, depuis le début de la guerre en Ukraine, a accueilli 1 million de réfugiés, ce sont les statistiques du gouvernement, de réfugiés ukrainiens. Devant les responsables politiques, le Premier ministre Viktor Orban et la société hongroise, eh bien, le pape François a rappelé plusieurs recommandations du roi Étienne, Saint-Étienne, premier roi de Hongrie et fondateur de la nation hongroise, des recommandations laissées à son fils, dont celle-ci, je la cite, « Je te recommande d'accueillir bien volontiers les étrangers et les considérer avec honneur afin qu'ils préfèrent rester chez toi plutôt qu'ailleurs ». Je vous laisse écouter la suite de son propos. È un tema, quello dell'accoglienza, che desta tanti dibattiti ai nostri giorni ed è sicuramente complesso. Tuttavia, per chi è cristiano l'atteggiamento di fondo non può essere diverso da quello che Santo Stefano ha trasmesso, dopo averlo appreso da Gesù, il quale si è identificato nello straniero da accogliere. E pensando a Cristo presente in tanti fratelli e sorelle disperati che fuggono dai conflitti, povertà e cambiamenti climatici,
che occorre far fronte al problema senza scuse e indugi. È tema da affrontare insieme, comunitariamente, anche perché nel contesto in cui viviamo le conseguenze prima o poi si ripercuoteranno su tutti. Perciò è urgente come Europa lavorare a vie sicure e legali, a meccanismi condivisi di fronte a una sfida epocale che non si potrà arginare respingendo, ma va accolta per preparare un futuro che, se non sarà insieme, non sarà. Voilà, la crise migratoire pour le pape, c'est un défi qui ne pourra pas être maîtrisé par le rejet. Est-ce que vous posez le débat en ces termes, Yann de Volder, puis François-Xavier Bellamy? Oui, c'est un peu blanc et noir, mais bon, en quelque sorte, c'est comme ça, oui. Donc, il s'agit quand même d'une attitude de fond. Et je pense que le pape fait là une réflexion de fond sur les chrétiens. Puis il dit aussi que c'est une affaire complexe. Et là, ça devient politique, évidemment. On parle de complexité aussi. Mais en général, je ne pense pas que les chrétiens peuvent être a fortiori contre l'accueil. François-Xavier Bellamy, réaction au propos du pape? Moi, je pense que c'est impossible de traiter cette question de manière blanche ou noire. Il y a un commandement absolu qui est celui de secourir celui qui est en danger, mais il y a aussi une logique, une doctrine qui prône l'accueil et qui parle d'ouverture et qui, en réalité, provoque des drames, provoque des catastrophes. Moi, je suis convaincu que notre impuissance actuelle à maîtriser nos frontières, elle cause des milliers de morts chaque année, par exemple en mer Méditerranée, mais pas seulement. C'est parce qu'il est certain que celui qui arrive à mettre le pied en Europe pourra y rester de manière durable que des gens se noient aujourd'hui dans la mer Méditerranée. Et donc notre impuissance provoque des drames, et puis parfois nos discours d'accueil cachent aussi un cynisme parfaitement scandaleux. Je pense, vous parliez de la crise des réfugiés en 2015, dans laquelle c'est vrai la Hongrie s'était distinguée par exemple de l'Allemagne, mais quand l'Allemagne a accueilli 1 million de migrants au moment de cette crise de 2015, c'était aussi parce que sa population vieillissante ne suffit pas à remplir aujourd'hui ses usines et qu'elle manque de bras pour travailler. Il y a parfois dans notre rapport aux pays de départ, je pense notamment aux pays d'Afrique, aux pays en développement, aux pays du Proche et du Moyen-Orient, il y a une attitude qui est d'un égoïsme scandaleux. Quand j'entends par exemple en France, je termine juste par cet exemple, le gouvernement qui dit qu'il faut créer des titres de séjour pour les filières en tension, et par exemple on va commencer par les médecins. Si vous êtes médecin, que vous venez de n'importe quel pays en Afrique, vous pouvez vous installer en France et avoir un titre de séjour pour travailler. Moi je dis que ça n'est pas de l'accueil, c'est de la prédation. Et on est en train de vider des pays entiers de leurs forces vives au motif qu'il faut accueillir. Je crois que c'est cette complexité-là qui mérite d'être traitée. Le pape d'ailleurs l'a fait dans bien d'autres occasions. Oui, donc c'est vrai. Bon, l'exemple que vous donnez là sur les médecins, par exemple, et ça vaut aussi, par exemple, enfin pour beaucoup de métiers en fait, desquels on a besoin, et on risque de vider aussi les pays qui en ont besoin. Je connais par exemple très bien le Mozambique, où le nombre de médecins effectifs s'est réduit vraiment d'année en année, parce que ceux qui sont formés alors partent facilement ailleurs, en Angleterre ou ailleurs. Donc c'est complexe. Je suis d'accord avec vous. Je suis moins d'accord que c'est notre politique européenne qui provoque le drame, oui, mais je pense que parce qu'il y a une certaine, en Méditerranée ou aux frontières européennes, il y a un drame humanitaire, et je pense qu'il y a aussi quelque chose d'autre, c'est qu'il y a un manque de voies légales et sécurisées. Hein, le pape le dit aussi, et je pense que bon, évidemment, il faut contrôler les accès, ça c'est clair. Hein. Ça, je pense qu'on ne peut pas laisser l'immigration sauvage comme ça. Mais de l'autre côté, cette pression sera toujours là, à mon avis, tant qu'il n'y a pas aussi des portes ouvertes. Contrôlées, bien sûr, mais il faut créer ces voies. Elles existent un peu, mais elles sont trop peu aujourd'hui. Pour nourrir justement notre débat sur la question du contrôle aux frontières, je vous propose de manière très concrète d'écouter 2 parlementaires européens dont les pays se situent aux frontières extérieures de l'Union. Kosma Złotowski, député conservateur et réformiste européen de Pologne, et Juan Fernando López Aguilar, député socialiste d'Espagne. Les deux réagissent sur la question du financement par l'Union européenne de murs, de grillages, de barbelés, très concrètement de frontières autour de l'Union européenne. We have an invasion of migrants, of illegal migrants. They wanted to cross the border illegally. So we have built a fence along the Polish-Belarusian border and along Lithuanian border to Belarus. We have stopped this invasion,
but they still are trying to cross the border illegally. Those people were transported or even imported by Belarusian authorities, especially to cross the border illegally to Poland, to Lithuania. And of course, it's not acceptable for the Polish government. Récemment, il y a eu une discussion à la plénière du Parlement européen sur la construction des murs, surtout sur le financement de ces murs. Ça veut dire la financiation de ces murs par les budgets européens. Et je suis contre. Bien sûr, les murs, ils sont là. Les murs existent, mais ils ne sont pas la réponse complète. La réponse complète doit être ce qu'on appelle holistique, compréhensive de tous les éléments, de la dimension extérieure et aussi la recherche des voies légales et sûres pour entrer à l'Union européenne, les combats contre le trafic illicite et bien sûr une législation européenne qui soit consistante, qui soit cohérente avec les valeurs européennes. Alors je peux rajouter cet élément, selon le groupe Gauche Unitaire Européenne, la longueur des clôtures est passée de 315 km à plus de 2000 entre 2014 et 2022. Alors pour poursuivre dans notre débat, pour nourrir notre débat, ma question est la suivante. Faut-il faire de l'Europe une forteresse? Est-ce que le pacte sur la migration et l'asile, est-ce que cette orientation du pacte est trop sécuritaire? François-Xavier Bellamy. Non, alors l'intervention de mon collègue Lopez Aguilar à l'instant est tout à fait emblématique de cette hypocrisie du débat sur la migration ici dans le contexte européen. On voit M. Lopez Aguilar, dont le gouvernement socialiste espagnol a lui-même construit des murs à la frontière avec Ceuta et Melilla, par exemple, à la frontière avec l'Afrique, et qui explique aujourd'hui, avec beaucoup de conviction, qu'il ne faut pas que l'Europe finance ces infrastructures. Personne ne pense qu'il faut faire de l'Europe une forteresse et la barricader derrière un ensemble de murs continus. Personne ne pense cela parce que tout simplement ça n'a pas de sens physique, géographique. Il y a, évidemment, le défi migratoire se présente de manière différente sur l'île de Lesbos en Grèce où j'ai eu l'occasion d'aller qu'à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie dont on vient d'entendre parler. Mais il y a certains endroits dans lesquels oui, ces murs sont absolument nécessaires et ils sont nécessaires précisément pour qu'il y ait une porte. Moi, j'ai entendu en effet le pape parler de ces portes fermées. Je crois que la situation de l'Europe aujourd'hui, ça n'est pas celle d'un continent qui ferme ses portes, mais celle d'un continent qui n'a pas de porte. Et pourquoi? Précisément parce qu'il ne maîtrise pas l'immigration illégale. Et donc, si vous n'avez pas de moyens d'empêcher l'immigration illégale, vous n'avez pas de moyens d'accueillir. J'ai eu l'occasion d'écrire un petit livre qui s'appelle Demeure, sur la question de la demeure, justement, au sens politique du terme. Je crois que les murs sont la condition de la demeure, la condition du foyer, mais aussi la condition de l'accueil. Si vous voulez ouvrir votre porte, encore faut-il que vous ayez une porte. Et moi, je crois effectivement à ces voies légales et sûres. Nous militons avec notre famille politique pour que on puisse demander l'asile depuis l'extérieur de l'Union européenne, ce qui est trop souvent n'est pas le cas. Quand vous quittez l'Afghanistan, que vous arrivez à quitter des pays qui sont en très grande difficulté, que vous quittez le Pakistan, l'Irak, etc., vous n'arrivez jamais directement dans le centre de Paris. Vous passez par des routes qui vous conduisent par des pays intermédiaires qui sont des pays sûrs et stables dans lesquels vous devriez pouvoir demander l'asile, de telle sorte que si vous êtes éligible à l'asile, vous y soyez effectivement autorisé. Et si vous n'êtes pas éligible, il soit absolument certain, et je termine par là, que vous ne pourrez pas vous établir dans l'Union européenne, même si vous arrivez à y rentrer. Aujourd'hui, l'asile est subverti de manière massive par le fait que l'immense majorité des demandes d'asile, en réalité, conduisent à des refus, mais que ces refus ne sont pas suivis de reconduite effective en dehors des frontières de l'Europe. Et donc, en place de l'asile auquel nous devrions tenir, eh bien, nous avons une espèce de flux migratoire incontrôlé qui nous empêche de dire qui nous voulons accueillir, qui nous empêche d'ailleurs d'accueillir vraiment. Moi, je pense à ces interprètes afghans qui ont traversé, par exemple, des épreuves terribles pour avoir travaillé avec les forces armées françaises et que nous n'avons pas accueillis, auxquels nous avons refusé des visas. Ça, c'est la vraie révolte que nous pouvons éprouver, en parallèle du fait que nous accueillons chaque année au titre de l'asile des gens qui n'y sont pas éligibles. Moi, je suis assez d'accord avec vous, en fait. Donc, mais un des grands problèmes pour l'Union européenne, ou pour les gens qui rêveraient de l'Union européenne pour avoir la protection internationale et qui y ont droit, c'est qu'il faut mettre le pied sur le sol européen pour avoir ce droit, pour pouvoir demander l'asile. Et ça, c'est un grand problème. Et c'est aussi de l'hypocrisie, parce qu'évidemment, ça cause une pression.
Et justement, les couloirs humanitaires sont une réponse à cela, parce que là, on voit d'abord, en amont, je dirais, les dossiers des gens. On comprend s'ils sont éligibles, s'ils sont capables ou pas de demander l'asile politique, et puis on les porte en Europe de manière légale, en avion et tout ça, avec un visa humanitaire. Et là, ils demandent encore l'asile politique. Et je dois dire, en ce qui nous concerne, 100%, c'est reconnu. Donc, voilà, ça c'est une manière de créer une porte. Mais c'est quoi? C'est 5 à 6 000 personnes depuis 2016? Oui. Sur combien de réfugiés actuellement, de demandeurs d'asile? En France, en 2018, il y a eu de mémoire 130 000 personnes qui ont demandé l'asile. Sur ces 130 000 personnes qui demandent l'asile, il y en a une toute petite minorité qui est réellement éligible, mais de tous ceux qui sont donc très majoritairement déboutés, il y en a à nouveau une toute petite minorité qui est reconduite en dehors des frontières. Oui. Et le grand paradoxe, encore une fois, c'est que du coup, nous n'accueillons pas ceux qui seraient vraiment éligibles à l'asile. Et là, je rejoins ce que vous disiez, c'est totalement scandaleux qu'il faille risquer sa vie pour demander l'asile en Europe. Ça ne devrait pas être le cas. Et c'est d'une certaine manière donner aussi une prime à l'illégalité. C'est-à-dire que nous disons, si vous arrivez à forcer la porte, nous réfléchirons à la question de savoir si nous allons vous accueillir. Mais on marche sur la tête. Et moi, je le redis encore une fois, ceux qui, y compris dans le débat politique, parce que c'est une question politique, ceux qui nous disent qu'il est interdit de construire des murs, nous disent simultanément que nous ne pouvons pas réellement disposer de portes pour accueillir et pour sélectionner aussi, choisir ceux qui, parmi ceux qui demandent l'accueil, n'y sont tout simplement pas éligibles. Quel regard vous portez-vous sur la situation, Yann De Voldeur? Est-ce que vous avez des points de débat que vous souhaiteriez soumettre, puisqu'on est là au Parlement européen? D'accord. Vous avez un parlementaire en face de vous. Non, mais je voulais juste réagir par rapport à ce que vous aviez dit. Donc 6 000, hein. Est-ce que c'est peu ou c'est beaucoup? Bien sûr, par rapport à la demande énorme, c'est peu, bien sûr. Il y a des centaines de milliers de gens en détresse. Et il y a beaucoup de gens qui auraient droit aussi à l'asile politique. Actuellement, 27,1 millions de réfugiés selon les statistiques officielles en Europe. D'accord. Mais je veux dire, donc, on peut dire c'est peu, et nous recevons à Sant'Egidio chaque jour des appels, des WhatsApp, des emails, des gens qui demandent de l'aide. Hein. Donc voilà, là effectivement on peut dire c'est peu. Mais si on compare avec ce que font certains pays en tant qu'admission humanitaire, comme ce qu'on dit humanitarian admission en anglais, alors c'est pas peu parce qu'il y a beaucoup de pays de l'Union européenne qui font beaucoup moins, notamment l'Hongrie, on l'a vu, qui c'est parfois même aucune admission humanitaire pour toute une année, quoi, ou 1, 2, 3. Donc c'est vraiment. Donc je pense que si on compare avec ce que font certains États membres, je pense que c'est pas peu. Voilà. Et nous pensons vraiment qu'il faut développer ce modèle parce que c'est un modèle qui peut convaincre aussi des gouvernements et des populations qui auraient peur d'une immigration qui ressemble à une invasion, comme le député polonais l'a dit. Hein. À mon avis, c'est pas une invasion, mais bon, parfois le sentiment de peur est là. Et je pense qu'il faudrait développer ce modèle, et c'est pour ça que, bon, ce livre vient de paraître, c'est un livre de Roberto Morozzo della Rocca, c'est en italien, c'est un modèle italien, hein, Corridoi Umanitari. On comprend. Mais bon, il sera bientôt traduit en français, je l'espère en tout cas. Sur ce point, vous, quel regard vous portez sur la situation actuelle? Est-ce que vous considérez qu'elle est une forme d'échec, ou en tout cas qu'il ne faut pas rester dans cette situation actuelle? Parce qu'on sait que les équipes de Sant'Egidio sont aussi à Chypre, ou à Malte, ou à Lesbos, en Grèce. Ça, c'est encore autre chose, évidemment. Ça, c'est dans l'Union européenne. Alors, il y a un manque de solidarité, je trouve, entre États membres. Hein. Donc ça, il faudrait qu'on y travaille beaucoup, notamment au Parlement européen. Mais aussi, bon, évidemment, ça reste c'est la matière pour les gouvernements nationaux, hein, en premier lieu, pas pour la Commission européenne. Mais je pense qu'il faudrait vraiment avoir un peu plus de solidarité parce que c'est clair que les États les plus exposés, comme Chypre par exemple, comme les îles grecques, bon, évidemment, ils ont aussi besoin de cette solidarité européenne. Ils ne peuvent pas prendre tout sur eux. Et donc, pour cela, Dublin, qui est le règlement qui, monsieur pourrait l'expliquer mieux, mais qui dit en fait que c'est les premiers États où les demandeurs d'asile entrent qui ont l'obligation de traiter cette demande. C'est quand même un poids énorme par rapport à d'autres États, plus au nord, qui sont beaucoup plus protégés. Donc là, évidemment, on est favorable
à des mécanismes qui existent un peu, hein, mais qui ne fonctionnent pas toujours trop bien, mais où il y a plus de solidarité avec ces États de la Méditerranée, ça c'est clair. Sur ce point? Oui, entièrement d'accord avec vous sur cette hypocrisie qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les pays dits de première entrée qui portent le poids le plus lourd. On en a eu beaucoup d'exemples de cette hypocrisie, mais je pense à l'histoire de l'Aquarius, vous savez, ce bateau qui avait à son bord des dizaines de migrants qui se présentent devant les côtes italiennes. L'Italie refuse d'accueillir le bateau. Emmanuel Macron dit que c'est le symbole de la lèpre nationaliste qui gangrène l'Italie. Et quand le bateau, le même, arrive quelques jours plus tard devant les côtes françaises, la France refuse à son tour de l'accueillir. On voit bien à quel point aujourd'hui, la Première ministre en France annonçait récemment qu'elle allait créer une border force à la frontière avec l'Italie. On laisse les pays de première entrée gérer la situation terrible que représente cette impuissance à gérer les flux migratoires. Peut-être rappelons juste en un mot, parce que le mot invasion peut choquer dans la bouche de ce député polonais, rappelons quand même un des éléments de ce sujet. C'est que ce qu'il décrivait, c'est la situation créée par le dictateur Loukachenko, grand ami de Vladimir Poutine, qui avait délibérément organisé une crise migratoire à la frontière avec la Pologne, mais aussi la Lituanie, la Lettonie, les États baltes, justement pour déstabiliser l'Union européenne. Exactement la même chose que ce que fait M. Erdogan en Turquie, à la frontière avec la Bulgarie, avec la Grèce, par exemple, à la veille de la crise du Covid, on l'a un peu oublié, mais des milliers de personnes sont utilisées, ce sont des vies humaines qui sont instrumentalisées dans des scénarios de guerre hybride où on littéralement projette des gens face aux frontières de l'Europe. Je suis d'accord avec vous, et là, il ne faut pas être naïf non plus. Hein. Il y a des ennemis de l'Europe, enfin des adversaires, on va dire, ou bien des gens qui jouent avec la pression migratoire, ça c'est clair. Hein. Donc on l'a vu en Biélorussie, mais on le voit aussi en Afrique aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe en Libye, au Sahel et tout ça. Aussi, l'influence russe notamment. Il faut pas qu'on soit naïf. Mais, quand on parle d'hypocrisie, mes amis polonais, ils disaient ne pas avoir quelques dizaines de lits pour accueillir quelques dizaines, parce qu'ils n'étaient pas tellement nombreux au début de la Biélorussie. Puis ils ont accueilli avec très généreusement 1,5 million d'Ukrainiens. Donc voilà. Mais c'est normal aussi. C'est-à-dire que, encore une fois, la question, on en revient au principe de l'accueil. Ouais. La nécessité, vous citiez les mots du roi Étienne de Hongrie, la nécessité d'accueillir celui qui est en détresse, elle s'impose lorsque celui qui est tout près de vous, après tout, si on revient au commandement de l'Évangile, il enseigne l'amour du prochain. Celui qui est tout près de vous et qui n'a pas d'autre lieu où aller est dans une situation de difficulté existentielle, de crise vitale. Dans ces moments-là, évidemment, il faut accueillir. Et d'ailleurs, la Pologne, la Hongrie ont montré dans ces moments-là que, loin des caricatures qu'on avait faites de ces peuples, ils étaient capables d'accueillir massivement. Aucun autre pays en Europe n'a accueilli autant de réfugiés ukrainiens, et ça a bouleversé profondément la société polonaise. Dans toutes les familles de Pologne, en effet, on a vu des familles accueillir des Ukrainiens chez elles. Il y a quand même le spectre. On agite souvent le spectre du remplacement, de la question culturelle, l'appartenance culturelle et religieuse, de la modification qui pourrait être celle de l'arrivée provoquée par l'arrivée de migrants. Mais soyons francs. Les réfugiés ukrainiens, on le voit même en France, de ceux qui sont accueillis en France, leur première préoccupation, c'est que la guerre se termine et de pouvoir rentrer dans leur pays. Ce n'est pas du tout la même chose d'accueillir et de donner asile à celui qui vit une situation d'urgence, qui commande que vous lui ouvriez la porte, et de voir arriver sur le sol de vos pays une immigration essentiellement économique, qu'on accueille, encore une fois, derrière souvent de grands discours de générosité et d'ouverture, mais qui sert aussi des intérêts économiques européens. Et moi, je comprends les citoyens de nos pays de se dire qu'ils ne veulent pas rentrer dans une logique qui n'est plus celle de l'accueil, mais qui est celle, en réalité, d'une situation d'illégalité subie qui s'établit durablement et qui contribue à nous déposséder de la capacité de décider de notre avenir. Encore une fois, je crois que ce qui est très important, si nous sommes des démocraties, c'est que nous rendions aux citoyens de nos pays la liberté de décider de leur destin, et c'est quand même au cœur de la démocratie aussi. Donc ça suppose, pour éviter aussi de subir ces guerres hybrides, pour éviter de subir ces stratégies d'influence, ce chantage migratoire monstrueux qui se fait, encore une fois, sur des vies humaines, ça suppose que l'Europe se dote des moyens de maîtriser ses frontières. Est-ce que vous êtes sensible, Yann de Volder, au risque de remplacement, au risque de basculement culturel du fait de l'arrivée des migrants en Europe? C'est en tout cas
ce que des responsables politiques mettent en avant. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Mythe, réalité? Enfin, moi, évidemment, l'Europe change, ça se voit, nos villes changent. Et je pense que si on a fait une faute, par exemple en Belgique, à Bruxelles, on est à Bruxelles, dans les années 70, 70, on va dire en Belgique, c'est qu'il y a vraiment, il n'y a pas eu de politique d'intégration. Et ça, on paye lourdement aujourd'hui. Mais moi, personnellement, je suis en contact quotidien avec beaucoup de migrants, des gens, des primo-arrivants qui viennent d'arriver, mais aussi des gens qui sont installés depuis des générations. Sincèrement, plus on connaît, moins on a peur. Hein. Et cette idée de remplacement, comme quoi c'est une politique organisée, pensée, je ne pense pas. Mais il y a une réalité dans le monde. Hein. Il y a un problème, je dirais, démographique en Europe, pas partout de la même manière. Hein. Il y a, mais par exemple, en Belgique encore, on cherche 4000 camionneurs, pour vous dire, 4000 camionneurs. Donc il y a aussi un réel besoin, hein, donc et pas toujours les profils les plus, on va dire les plus qualifiés. Donc voilà. Donc je dirais enfin c'est complexe. Je ne partage pas du tout la peur du remplacement. Évidemment, moi je veux que, bien sûr, que l'Europe doit rester l'Europe, ça c'est clair. Mais l'Europe peut aussi rester l'Europe en accueillant et en intégrant. Et je pense que c'est ça aussi ce que le pape propose d'ailleurs. Vous avez évoqué le règlement de Dublin de 2013 qui établit les critères et les mécanismes d'accueil pour les demandeurs d'asile de manière uniforme dans tous les pays de l'Union. Il oblige notamment un migrant à déposer sa demande dans le pays où il est entré. Et vous l'avez dit, 90% du coût des demandes d'asile se concentrent dans 10 États membres, dont l'Italie, la Grèce, Malte, l'Espagne ou Chypre. Et la tension sur ces pays s'est considérablement aggravée, notamment depuis 2015. Alors, faut-il davantage répartir l'effort d'accueil et d'accompagnement afin que vous échangiez sur ce point? Eh bien, je vous propose, avant cela, d'écouter 2 parlementaires, Eric Marquardt, qui est député écologiste allemand, et Jorge Bucha de Villalba, qui est député conservateur espagnol, et qui ont accepté de nous partager leur point de vue sur cette question. Many people, like millions of people from Ukraine, had to flee their country because of the Russian aggression. We experienced that Europe is strong, can be strong when everybody holds together and when we are in solidarity with people in need of international protection. I think that, of course, relocation is one of the important instruments to be in solidarity with each other in the European Union, to hold together, to show that 27 member states of the European Union can be strong when it comes to migration, but unfortunately not so many member states are able or are willing to help each other at the moment. In reality, there are not so many relocations happening, and that does lead to some kind of pressure at the external borders, at the external border member states, and that leads to situations where external border member states do not respect international but also the European law anymore. Yo creo que es un debate falso al que nos quieren introducir las izquierdas del Parlamento Europeo, porque una vez están dentro del territorio de la Unión Europea, efectivamente la solución natural, la solución legal es la expulsión del territorio de todos aquellos que han entrado ilegalmente. La relocalización obligatoria entre los Estados supone un efecto llamada a la inmigración ilegal y colaborar con las mafias porque seguiremos alimentando su modelo de negocio. Alors Yann de Volder, les pays européens peuvent-ils accueillir davantage que ce qu'ils ne font aujourd'hui? Quel est votre point de vue? Et on aimerait vous entendre en débattre avec François-Xavier Bellamy. Davantage, peut-être oui, si on organise mieux. Hein. Parce que le problème, c'est un peu ce qu'on dit aussi, c'est les égoïsmes nationaux. On essaie de refouler des gens qui auraient droit, peut-être. Hein. Donc parce que, bon, la proposition d'expulser tous ceux qui entrent illégalement, mais écoutez, par manque de portes, par manque de voies légales, il y aura toujours des entrées illégales. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment que les États européens se mettent d'accord à organiser mieux la migration. Et donc c'est pas tellement question de plus ou moins, moi je dirais, mais c'est mieux organisé. Et maintenant c'est pas du tout organisé. Il y a une réaction, enfin pas du tout. Bon, c'est pas vrai, c'est un peu organisé, mais comme ici on vient d'entendre, ça ne marche pas trop bien.
La relocalisation dont il était question me semble être typiquement l'impasse absolue. Il y a vraiment qu'à Bruxelles qu'on peut imaginer qu'on va déplacer les gens comme des pions sur la carte de l'Europe. La vérité, c'est qu'on parle de migrants. Mais c'est toujours, cette expression m'a toujours paru très étrange. D'abord, parce que personne n'est un migrant. Ce sont des personnes humaines, ce sont des gens. Ils ne veulent pas bouger indéfiniment comme des migrants condamnés à migrer. Ils veulent s'établir quelque part. Ils ont des intentions, ils ont des projets. Et donc, c'est pas parce qu'on leur dit qu'ils vont aller s'installer en Bulgarie ou en Lettonie que on va déplacer les gens sur la carte de l'Europe. Ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné. Mais je peux vous dire, par exemple, pour donner aussi un visage de quoi est-ce qu'on parle, par exemple, nos bénévoles connaissent un garçon de 16 ans, d'origine syrienne, qui est à Chypre. Il a la famille en Belgique, alors, qui veut l'accueillir. Donc, on dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas venir en Belgique? Il y a quelqu'un qui veut l'accueillir. Pour le moment, impossible. Bon, on essaie peut-être d'y arriver, mais je veux dire, c'est de quoi? C'est de ça qu'on parle, des cas très concrets. Oui. Et parfois, la logique humaine n'est plus là, quoi. Et notamment aussi, par exemple, quand on parle de réunification familière, comme est-ce qu'on dit en français, voilà. Moi, je trouve qu'il y a trop de peur et manque d'humanité, par exemple. Non, je pense qu'il y a un grand manque d'humanité dans le principe de la relocalisation obligatoire. C'est-à-dire, on va prendre des stocks de gens qu'on va déplacer. Regardez les gens qui sont à Calais, pour donner également un visage à ces situations. Les gens qui sont à Calais, manifestement, ils veulent aller au Royaume-Uni. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez pour les en dissuader, ils veulent pas rester en France. Non. Donc, il y a des trajectoires. Moi, je crois que la vraie question, c'est pas de gérer l'immigration illégale que nous n'avons pas su empêcher, c'est de faire en sorte que ceux qui ont légalement le droit de s'établir en Europe puissent y venir de manière sûre, et que ceux qui sont rentrés illégalement, oui, c'est une certitude, ne puissent pas s'y établir durablement. Parce que si on garde ce phénomène selon lequel, si vous arrivez à mettre le pied en Europe, vous avez toutes les chances d'y rester pour longtemps, eh bien, vous allez continuer d'avoir tous ces drames dont nous parlons, et notamment en mer Méditerranée. Peut-être un dernier point, je crois que on parlait de la question du remplacement, le terme fait débat. Mais moi, je suis, encore une fois, mais vraiment en désaccord radical, y compris avec le pape, j'ai pas de problème pour l'assumer, lorsqu'il va en Hongrie expliquer que oui, il y a quand même un phénomène générationnel, les Européens vieillissent, ils ont des besoins de recrutement, et donc il faut peut-être réussir à faire en sorte... On sait très bien que ceux qui viennent d'Afrique, ceux qui viennent des pays en développement sont... non pas les plus pauvres, les moins qualifiés, mais ce sont au contraire ceux qui ont réussi à réunir les économies nécessaires pour financer la traversée, pour payer les passeurs, qui sont quand même les pires mafias du monde aujourd'hui, ça c'est une certitude. Et puis deuxièmement, ceux qui ont le niveau de qualification requis pour pouvoir espérer avoir un avenir en Europe. Donc on est en train de retirer leur force vive à ces pays, y compris encore une fois dans des métiers peu qualifiés. Et c'est là la grande hypocrisie, sur un chantier en effet dans nos pays, sur un chantier de BTP, dans les cuisines des restaurants, dans tant de métiers aujourd'hui, vous ne trouverez que de la main-d'œuvre qui vient d'ailleurs que d'Europe. Et ça me paraît être vraiment l'idée que on va démissionner devant le déficit démographique européen, et plutôt que de résoudre nos problèmes tout seul avec un vrai sentiment de responsabilité, qu'on va aller utiliser les forces vives des pays qui nous entourent et qu'en plus on va appeler ça générosité, je suis désolé, mais moi je trouve ça révoltant. Et le dernier point, oui, on ne peut pas accueillir plus, c'est un fait. En France, il y a 19 millions, c'est l'INSEE qui l'a dit il y a tout très très récemment, 19 millions de personnes qui sont à 1, 2 ou 3 générations liées à l'immigration. J'ai été professeur dans l'enseignement public pendant des années. J'ai vu ces élèves qui grandissent en France, qui sont issus parfois de la 3e génération, mais qui ne se reconnaissent pas français. On a un défi énorme pour reconstruire l'unité de nos pays. Et ce défi-là, on ne pourra pas le résoudre si on continue d'accueillir chaque année, comme c'est le cas en France aujourd'hui, 400 000 entrées légales. 400 000 entrées légales. C'est impossible. Vous avez chaque année l'équivalent de la ville de Bordeaux ou de Nantes qui s'installe en France. Comment est-ce que vous voulez résoudre la question de la reconstruction de l'unité d'un pays, la reconstruction de l'unité européenne, si vous êtes chaque année devant un tel flux d'accueil? Et je ne parle pas ici d'immigration illégale, je parle juste des entrées légales. C'est absolument insurmontable. Et ce sujet-là, il est au cœur de l'unité, donc aussi de la question majeure pour la responsabilité politique, qui est la question de la paix civile, de la concorde civile. Et cette question devrait faire partie de notre responsabilité aujourd'hui. Oui. Bon, je comprends ce raisonnement, mais vous l'avez aussi dit, parfois les migrants qui viennent, c'est aussi une population très très dynamique. Hein. Moi, je suis, et je pense pas que c'est une politique active de priver les pays d'origine de cette population. Il y a un déséquilibre tel au niveau mondial que
qu'il y a des flux, je dirais, naturels presque. Hein. Mais les gens qui viennent, c'est souvent des gens, en effet, très très dynamiques, devant lesquels je suis admiratif. Et je me demande quand même toujours, qu'est-ce que nous on ferait dans certaines situations, hein. Qu'est-ce que nous on ferait? Est-ce qu'on ne chercherait pas non plus une vie meilleure pour nous, pour nous-mêmes? Alors, donc, voilà, je suis d'accord qu'il faut faire la part des choses. Hein. Donc, il y a les voies on va dire, légales pour, disons, ceux qui ont droit à l'asile. Hein. Mais puis, à mon avis, il faut quand même aussi réfléchir à une migration, on va dire, à organiser une certaine migration pour des postes de travail qu'on aurait en Europe et desquels on aurait besoin, et qui, dans le meilleur des cas, serait aussi une migration, je dirais, comment est-ce qu'on dit, où des gens ne restent pas dans le pays forcément, mais ils peuvent aussi, après quelques années de travail, par exemple, rentrer dans leur pays et effectivement fonder une famille, par exemple. Et je pense que l'avenir du monde, si, bon, évidemment, c'est difficile de savoir comment il va, mais s'il va dans la bonne direction, c'est comme ça que ça sera organisé. Ça pose la question, vous l'avez dit, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, sur l'intégration. Qu'est-ce qu'on rate ou qu'on n'arrive pas à réussir aujourd'hui et pourquoi ? Parce que beaucoup semblent aussi très impuissants face à ce type de phénomène, d'autant plus qu'on le présente comme des crises, des phénomènes de crise, des flux mondiaux dont on dit qu'on ne pourra pas les arrêter, pas même des barrières ou des frontières, sur l'intégration. Mais évidemment, l'intégration est hyper importante. Et là, vraiment, nos sociétés, nos gouvernements n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire il y a 20, il y a 30 ans, et ça, on paie un certain prix. Mais moi, je constate qu'il faut faire un effort. Et avec les couloirs humanitaires, encore si je peux prendre cet exemple, on voit qu'il y a vraiment des réseaux dans nos pays qui vraiment sont prêts à accueillir les gens. Et c'est important qu'il y ait une collaboration entre société civile et gouvernement pour faire ça. On ne peut pas tout laisser au gouvernement parce que c'est impossible. Et je vois aussi que les réseaux, les communautés, je dirais, intègrent mieux que les institutions. Donc, et c'est aussi vrai que la situation n'est pas partout pareille en Europe. Hein. Donc, par exemple, en Italie, on a vraiment aussi des villages qui sont complètement désertés par la population locale et qui retrouvent une nouvelle vie, notamment avec les migrants qui portent la nouvelle vie, qui portent notamment des enfants. Mais c'est pas partout pareil. Hein. Ouais. Sur l'intégration. Mais l'intégration, là aussi, c'est un sujet. Alors, il y a deux sujets. Il y a le sujet de la volonté et le sujet du nombre. Moi, je crois que la question du nombre, elle n'est pas anecdotique. Quand vous avez, encore une fois, je le redis, ce chiffre vient de paraître, 19 millions. Et si on regarde, je crois qu'à Bruxelles, aujourd'hui, il y a moins d'un enfant sur deux qui naît d'ascendance belge, qui ne soit pas lié donc à une immigration récente. Par définition, il y a un moment où, en fait, ça n'est pas possible d'intégrer un modèle qui puisse durer quand vous êtes devant un nombre qui est aussi important. Je le redis, c'est mon expérience de professeur dans des endroits de notre pays où vous avez parfois des classes où vous avez 90-95% de jeunes issus de l'immigration. Par définition, c'est beaucoup plus difficile de partager avec eux ce qui fait, moi je crois, que la France, que l'Europe ont une identité qui n'est pas d'abord ethnique. Et je ne crois pas qu'on puisse et qu'on doive définir l'Europe par une identité ethnique. Ça n'a jamais été le cas. Mais ce modèle de culture que nous voulons transmettre, eh bien, il faut encore qu'il puisse être partagé. Et pour ça, il faut un climat, une atmosphère qui ne sont pas réunis lorsque les flux, les nombres sont trop importants. Le deuxième point, c'est que on est aussi devant une question, pardon de le dire, mais qui est une question philosophique, presque spirituelle. Est-ce que l'Europe veut vraiment vous disiez, il faut que l'Europe reste elle-même. Aujourd'hui, cette simple phrase, elle est devenue presque polémique. Est-ce que l'Europe veut rester elle-même? Est-ce qu'elle veut se transmettre elle-même? Et le paradoxe, c'est qu'on accueille le plus d'immigration au moment où on sait le moins dire qui on est. Il suffit de regarder comment ce Parlement parle de l'Europe en disant, par exemple, que l'Europe c'est un terme qui revient souvent dans les résolutions de ce Parlement, auquel je me suis toujours opposé, que l'Europe est le continent du racisme structurel. Moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas que c'est en disant le plus possible de mal de nous-mêmes que nous allons réussir à rejoindre ceux qui viennent d'ailleurs. Ce n'est pas quand le président de la République dit qu'il n'y a pas de culture française ou dit que la France est coupable de crimes contre l'humanité en Algérie qu'il permet cette intégration qui est si nécessaire. Et je me demande dans quelle mesure cette crise démographique, cette crise existentielle de l'Europe n'est pas directement liée aussi à
au fait que ces forces vives, aujourd'hui, elles les attendent d'ailleurs. Moi, je suis d'accord avec vous. Je ne pense pas qu'on puisse considérer aujourd'hui que la migration est la résolution de tous les problèmes économiques européens. D'abord parce que je crois que les gens ne sont pas que des acteurs économiques, encore une fois. Ils viennent avec un monde intérieur, une culture, une religion, une manière de vivre. Et ils viennent avec tout ça et ce serait les déshumaniser que de regarder les migrants comme des agents économiques. On a beaucoup reproché à l'Europe de n'être qu'un grand marché et aujourd'hui son regard sur l'immigration est peut-être trop corrélé à cette question matérielle. Mais je crois aussi que ce serait une erreur de faire que on cherche dans l'immigration la réponse à notre propre fragilité existentielle, j'allais dire. Comme Européens, je pense que ce serait une grande erreur. Mais, enfin, là, vous évoquez un débat fondamental, mais qu'est-ce que l'Europe, évidemment, hein, donc ça je comprends. Moi, évidemment, le pape François, il a une vision, je dirais, sur l'Europe, on va dire, de demi-européens émigrés en Argentine, mais avec une vision, on dirait, positive du phénomène de la migration, mais qui dit sur l'Europe quand même des choses intéressantes. Il dit, à mon avis, je pense dans l'Evangelii Gaudium, hein, la joie de l'Évangile, il dit l'Europe est encore capable de nouvelles synthèses culturelles. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, le défi avec la migration. Est-ce que l'Europe va rester elle-même? Oui, je pense qu'elle reste elle-même, elle reste fidèle à elle-même, à ses racines, quand elle est capable de ces synthèses culturelles. Et donc en s'ouvrant. Parce qu'en uniquement en se fermant, je pense qu'elle n'est pas fidèle à elle-même. Donc, je le vois avec beaucoup de gens qui sont arrivés, couloirs humanitaires ou pas, hein, mais l'intégration, ça existe. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui essayent de s'intégrer, et puis leurs enfants, c'est de nouveaux Européens, c'est de nouveaux Belges, et qui sont parfois très très dynamiques, pas seulement au niveau économique, mais je dirais aussi au niveau culturel et au niveau religieux aussi. Je voudrais, dans notre débat, qu'on aborde un autre point, un dernier point, qui est le droit de ne pas avoir à émigrer. Je retiens ce chiffre du Haut Commissariat aux réfugiés qui était donné en début d'année. Il y avait fin 2021 89,3 millions de personnes déracinées en raison de la guerre, de conflits ou de persécutions. Il y a aussi l'émigration due au changement climatique. Est-ce que la communauté internationale, et en particulier l'Union européenne, agit suffisamment pour éviter les causes de ces migrations et de ces départs avant d'en débattre tous les deux? Je voudrais que nous écoutions Lukas Mandel. Il est député européen autrichien et membre du PPE. As the former boss of the World Food Programme always stated, the second largest reason for crisis is climate change. Already, the largest reason is still man-made conflict. That's something we have been facing in Europe, especially since February 2022, when Putin-Russia war began. So we meet those challenges in terms of climate change. We meet those challenges in terms of living circumstances for people. We talk about soft power and hard power. And the European Union is obviously the strongest soft power on earth. That means we are helping very much in terms of development aid. We are also tending to support more and more in terms of trade and business contacts, economic relations, which also cause better living circumstances for the people in those countries. And of course, Europe is the part of the world that's contributing most to meet the challenges of climate change. But we also have to become more of a hard power in order to support the security bodies in those countries if they are and when they are democratically legitimized in democratically legitimized structures. This is why EU civilian missions and EU military missions within the framework of the common security and defense policies are very important. Plus de hard power, demande ce parlementaire européen autrichien. Il faut que l'Union européenne s'engage davantage pour changer les conditions de vie dans les pays d'origine de ces migrants. François-Xavier Bellamy. Je pense qu'il faut absolument se garder de toute espèce de nouvel impérialisme qui voudrait faire en sorte que l'Europe dicte à tous les pays du monde la manière dont ils doivent vivre. Mais c'est une certitude en tous les cas que nous avons le devoir, pour ce qui concerne les conséquences de nos propres décisions, d'abord, de faire en sorte que tous les pays du monde restent vivables ou le redeviennent. Et vous parliez de la question environnementale, mais c'est clé. Nous avons une responsabilité majeure là-dedans et nous avons eu une responsabilité majeure dans le fait qu'aujourd'hui, il y a des pays dans le monde où il est très difficile de vivre ou de survivre. Moi, je crois, et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une très grande violence dans le terme même de migrants,
Tout le monde a adopté ce mot, mais ce mot me paraît violent. Alors on devrait dire quoi? Parce que ce mot, il dit, d'abord, avant on parlait d'immigration ou d'émigration, mais je crois que on a détruit l'idée que le monde est polarisé. Dans le monde, il y a un chez-soi et un ailleurs, il y a un proche et un lointain, et on n'est pas un migrant, on est un immigrant ou un émigrant, on vient de quelque part et on va vers quelque part, et puis surtout personne n'est de sa condition. Un migrant ou un émigrant. Les gens, leur première, le premier droit de la personne humaine, ça n'est pas de s'installer en Europe. Et le premier droit de la personne humaine, c'est de pouvoir vivre chez elle de manière paisible, de pouvoir contribuer au développement de son pays. C'est parfois aussi son devoir. Et vous allez pouvoir être d'accord avec le pape François, puisque le thème de la prochaine journée mondiale pour les migrants et les réfugiés, c'est le pape François porte ce droit qui n'a pas encore été codifié au niveau international, dit le Saint-Siège, celui de ne pas avoir à émigrer. Donc ce sera en septembre prochain. Et c'est fondamental. Mais moi, je pense que je suis tout à fait d'accord. Donc, et d'ailleurs, il faut aussi voir comment les gens sont attachés à leur terre. Parce qu'on dit, on a 100 millions de réfugiés, de déplacés aujourd'hui. C'est un record depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais par rapport à la population mondiale, je veux dire, c'est encore peu. Donc, je veux dire, s'il y a vraiment des désastres climatiques, comme on le prédit, on aura encore d'autres chiffres. Donc, je veux dire, ça montre quoi? Ça montre quoi que les gens ne partent que quand vraiment ils ne peuvent plus vivre chez eux, quoi. En général, les gens veulent rester là où ils connaissent, quoi, leur terre, leur famille et tout ça, là où ils ont les liens. Donc, il faut vraiment que... Donc voilà, donc je pense que c'est important que l'Union européenne s'investisse dans évidemment le développement, mais à mon avis, c'est pas seulement ça, parce que c'est pas un projet là ou un projet là qu'on finance, qui va arrêter la migration. Il faut à mon avis aussi un peu une vision d'ensemble, notamment par exemple sur l'Afrique. Je suis d'accord avec vous, il s'agit plus d'être impérialiste, d'aller dire vous devez faire ça, ça. D'ailleurs, ça ne marcherait plus, ça ne marche plus, on le voit déjà, mais d'instaurer un réel partenariat avec les pays africains, par exemple. Un réel partenariat qui soit pas seulement, je dirais, militaire ou économique, mais aussi, ou pour le développement économique, mais je dirais aussi culturel, voire religieux. Donc, créer un réel partenariat. On vit dans le même monde, et c'est ça, je pense, dans une perspective euro-africaine, on va dire, qui peut faire qu'entre nos deux continents, on aura d'autres rapports à l'avenir. Et ça, j'y crois fortement. Mais ce que j'ai vu en Europe, parce que là aussi, il y a pas mal d'hypocrisie, on en parle pas mal, mais évidemment, ce qu'on a vu les dernières années, c'est quand même une certaine déresponsabilisation par rapport à l'Afrique. L'Europe s'est retirée, en gros, et on laisse la porte à d'autres, notamment par exemple les Russes qui n'agissent pas toujours dans notre intérêt. Ou la Chine. L'Europe reste le premier bailleur de fonds en Afrique, mais après, il faut dire aussi les choses de manière très franche. Le destin du continent africain, il est d'abord entre les mains des citoyens des pays africains eux-mêmes. Et là, peut-être dire une chose qui est trop souvent ignorée sur la question migratoire. Beaucoup de dictateurs en Afrique, beaucoup de potentats locaux qui vivent sur la corruption ont organisé une sorte de modèle économique sur le désespoir de leur jeunesse, qui consiste en fait à pousser dehors et à ne jamais réintégrer d'ailleurs des jeunes qui partent vers l'Europe, qui ensuite vont financer par des transferts de fonds les sociétés restées au pays, plutôt que de les garder, ces jeunes qui deviendraient turbulents, ces jeunes auxquels des régimes corrompus en voie de désagrégation n'offrent aucune perspective. En réalité, en accueillant cette jeunesse, nous offrons aussi une soupape de sécurité à des régimes qui n'ont en réalité aucune espèce de service à rendre au bien commun de leur pays. Et moi, je le dis clairement, l'Europe pourra faire tout ce qu'elle voudra, tout ce qu'elle pourra, et oui, elle peut faire plus, elle peut faire mieux. Elle a d'abord à régler la question de sa propre responsabilité. Je pense à la question de la barrière écologique que nous avons votée il y a 15 jours. C'est typiquement un élément qui va dans le bon sens, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour rééquilibrer la mondialisation. Là, il y a des pas de responsabilité importants à faire. Mais quoi qu'il arrive, à la fin, le destin d'un pays, il n'est jamais dans les mains de qui que soit d'autre que de ses propres citoyens. Et si l'Afrique veut et doit se développer, ce sera d'abord par le fait que la jeunesse de ces pays prendra son destin en main.
On arrive au terme de ce débat. Yann De Volder, François-Xavier Bellamy. Je voudrais qu'on finisse sur cette question parce que on l'a compris, le sujet est complexe, il est extrêmement sensible, il déchaîne même souvent les passions, c'est le terrain de discours réducteurs, populistes, idéalistes. Merci pour la qualité de votre échange qui nous permet aussi de nous ressaisir au niveau humain de cette réalité de mouvement de population. Au fond, à quoi vous êtes attentif et vous allez être attentif dans les semaines, les mois qui viennent, que ça soit sur le débat autour du pacte sur l'immigration et l'asile. On sait aussi que c'est un débat qui est animé en France. Ou pour vous, à votre niveau, Yann De Volder. C'est une grande question, ça. Mais moi, en tout cas, ce projet des couloirs humanitaires, pour nous, il est important, ça c'est clair. Pourquoi ? Parce qu'on croit dans un modèle. Dans un modèle, et à notre avis, il y a moyen de convaincre d'autres populations, d'autres gouvernements en Europe du bien fondé de ce modèle qui offre sécurité. Qui ont signé cet accord. Oui, exact. Et voilà, sur les 27. Sur les 27, oui. On est en négociation avec d'autres, et ça prend du temps. C'est normal, mais nous pensons, parce que nous avons aussi signé des accords avec des gouvernements, on va dire, plutôt de gauche ou plutôt de droite. Donc, moi, je pense que c'est un modèle qui offre sécurité. Donc, ça, c'est quelque chose, on y croit fortement et on y travaille. Mais en gros, parce que ce qu'on disait maintenant aussi, il faut travailler aussi en Europe, avoir quand même une certaine extraversion sur le monde. Être européen, c'est aussi ça. Et souvent, on est trop, comment est-ce qu'on dit, nombriliste, trop fixé sur nos propres problèmes. Et là, je pense que la culture européenne, c'est quand même d'avoir une certaine ouverture, on va dire universelle ou bien attentive à d'autres pays. Je dirais notamment en Afrique ou aux pays qui nous entourent. Et là, je pense qu'il y a un défaut dans notre culture européenne ou une culture qu'on est en train de perdre. Et c'est quelque chose, avec Santé Gilles, on y travaille, mais pas seulement nous. Je pense qu'il faut un grand effort, je dirais aussi culturel, pour ouvrir les yeux et voir la réalité en face comme elle est. François-Xavier Bellamy. Je suis d'accord avec vous que le défi, c'est de réussir à regarder la réalité en face comme elle est et d'ouvrir les yeux, c'est souvent le plus compliqué. Il faut avoir, disait Peggy, le courage de dire ce que l'on voit, mais plus encore, il faut avoir le courage de voir ce que l'on voit. Moi, je dirais que l'Europe, aujourd'hui, c'est le continent, sans doute, dans le temps et dans l'espace, le continent au monde qui a vécu les mouvements de population les plus intenses qu'on n'ait jamais probablement connus. Il n'y a pas d'autre continent au monde qui accueille autant de populations venues d'ailleurs sur un temps aussi court et qui ait connu de tels mouvements. Le défi maintenant, absolument, il est à la reconstruction de l'unité de nos pays. Je pense que c'est fondamental parce qu'on l'a trop oublié. La politique, c'est la recherche du meilleur, bien sûr, mais c'est aussi le fait de tenter d'éviter que le pire ne survienne. Et le pire, eh bien, ce sont des tensions, des désintégrations communautaristes qui peuvent finir par de vraies confrontations. Et ça reste, vous savez, toute la philosophie politique moderne, à partir du XVIe siècle, s'est construite sur l'obsession d'éviter la guerre civile. C'était le mot de Pascal. Les guerres civiles sont les pires des maux. Je crois que quand on voit aujourd'hui la situation de nos pays, on se dit que le premier devoir que nous avons, c'est de reconstruire l'unité de nos sociétés pour pouvoir continuer d'accueillir, sauver le droit d'asile qui un jour ou l'autre sera mis en danger si nous n'arrivons pas à recréer justement la capacité de maîtriser notre destin et redonner à nos pays le droit de décider de leur avenir. Je pense que c'est sur ce sujet essentiel la question majeure. Merci à tous les deux pour la qualité de cet échange. François-Xavier Bellamy, Yann De Volder. Je rappelle le thème de la prochaine journée mondiale de prière pour le migrant et le réfugié. Ce sera le dimanche 24 septembre. C'est libre de choisir entre migrer ou rester. Merci beaucoup à notre journaliste Ophélie Marien, Grégoire de Rennes, chargé d'édition pour la préparation de cette émission. Merci au service audiovisuel du Parlement européen qui nous a accueillis sur ce plateau à Bruxelles et merci pour votre fidélité. Bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site ktotv.com et notre application.